Hop, je lance. Tac. Et nous sommes en live. Est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Oui, Normalement, ça bonsoir. devrait être OK. Bonsoir tout le monde. François Co nous dit excellente façon de célébrer la mort de Bernard Pivot, ma foi. Effectivement, bah oui, bah, Ouais. on essaye de faire. C'était pas à notre prévu, échelle. ça nous est tombé dessus comme ça, comme tout le monde. Enfin, je veux C'est dire, lui qui a, voilà, c'est lui qui a voulu piquer la couverture, j'ai envie de dire. Oui, clairement. j'ai envie de dire. Clairement. Il a voulu attirer la Ouais. lumière, encore une fois. Il est pas Toto- partagé. Comme un prince. Toto nous dit que nickel le son. Non. Bon, bah c'est parfait. Salut à tous, en tout cas, salut Sri Lumpa, salut The Derrick, salut Alizé, salut Vax Poétique, et bah, salut François Co. Écoutez, encore du monde un petit peu sur le chat. On va commencer directement l'émission si vous voulez bien, parce que on a vraiment hâte de parler de ce film. Hein. Vraiment, Bien sûr. je rêvais que de ça cette nuit, donc j'ai envie de concrétiser ce rêve directement. Il y a Bien François sûr. qui dit merci pour la reco d'hier soir. Ta reco d'hier soir, Stéphane. J'ai recommandé quoi hier soir? Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, ouais, oui, oui, je lui ai envoyé un message catastrophé. J'étais en train de regarder le film qui s'appelle Nefarious. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, il faut absolument que tu regardes ça, François. Ce Mais qu'il a fait. C'est quoi Nefarious? Alors, Nefarious, je veux pas vous divulgacher parce que vraiment, une partie de l'expérience, ça consiste à ne pas savoir ce que c'est. Globalement, le pitch, c'est l'histoire d'un condamné à mort qui doit passer une évaluation psychiatrique pour vérifier s'il est bien apte à mourir. Voilà. Et il reçoit la visite d'un psychiatre, et en fait, très vite dans l'entretien, genre au bout de 20 secondes, le mec il dit ouais, mais en fait, c'est pas moi qui ai commis ce crime parce que je suis habité par un démon. Voilà. Et ça, c'est le début du film. Et après, ça se poursuit comme un huis clos entre le psychiatre et le tueur en série. Et ça prend des tournures. Ma foi que voilà tu vois, en plus j'étais bien parti parce qu'en ce moment les films avec des exorcismes et des Ah bah et des oui, personnes Russell Crowe. envoûtées par voilà, c'est quand même vachement à la mode, donc je me suis dit ok, Ah ouais. mais en fait c'est autre chose, voilà, et je vous laisserai profiter du petit délice un peu fumé D'accord. qui se dégage de Nefarious, voilà. Et t'as vu ça où? Ah, j'ai vu ça sur d'accord. des voilà une, Plus Ok, américain. ok. Voilà, Pas de problème. une partie, en fait, une partie de l'explication se trouve dans le fait que ce film n'est pas diffusé en dehors des États-Unis. Ah. Déjà, ouais. Je vous laisse, voilà, je vous laisse avec ça. L'interprétation. Ok. Merci. Voilà. Ok, donc c'est disponible chez le cousin américain en gros quoi. C'est ça, exactement. Eh ben, écoutez, merci pour cette reco avant l'heure, Stéphane. Et on va pouvoir Oui, c'est commencer Oui, c'est important, l'émission. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. 140 millions de dollars pour un gigantesque mal de crâne. Voilà comment on pourrait résumer l'expérience vécue devant le film Gods of Egypt du réalisateur Alex Proyas, passé de petit génie du 7e art dans les années 90 à gigantesque ringardos dans les années 2000. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce qu'on va essayer d'établir au travers de ce podcast avec son dernier film Gods of Egypt, qui a été autant un beat critique que financier. Je suis Luc Le Gueliec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Gods of Egypt de Alex Proyas mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Je sais pas comment on dit bonsoir en Égypte, je suis embêté, mais bonsoir. Je crois qu'ils disent hello mate. C'est quelqu'un sait qu'ils le disent. Voilà. Et on a invité avec nous Stéphane Boulet du podcast Super Ciné Battle et Godzilla Final Podcast. Salut Stéphane. Eh ben, bonsoir Luc, bonsoir Marvin, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. C'est vraiment Un plaisir. un plaisir. Voilà. Ah ouais, non, mais vraiment, Je pense que c'est le mot juste. Voilà, un plaisir d'être là pour parler de ce film. clairement, je peux le dire, de toute façon, c'est entièrement de ma faute. Hein. Oui, C'est moi qui ai dit Gods of Egypt, mais On peut inviter Stéphane. place probablement. Voilà, Ouais. Parce Non, que non, normalement c'est- on devait le faire en duo Marvin, hein, techniquement le film. À la base, Oui, ça on fait devait le un faire en mois. duo, mais ben, je me Ça suis- fait un mois que tout le monde est au courant dans la team. Ça donc fait un mois que voilà. les gens, tu sais, sur la conversation commune, quand tu dis Gods of Egypt, t'en as pas un qui bouge une oreille. Genre, genre personne répond. T'as Karim Je me qui suis fait. dit- Alors je fais celui d'avant et celui d'après. Et genre, voilà. Je me suis dit, bon, il y a bien quelqu'un qui va avoir l'enthousiasme suffisant pour, Mais oui, c'est pour ça, revoir l'enthousiasme. le film, tu vois. Exactement. Pour contempler le chef-d'œuvre. Je vais commencer avec toi, Stéphane, justement, ta relation quand même, avant de rentrer dans Gods of Egypt, ta relation avec ce réalisateur qui est Alex Proyas. Bah, ma relation avec Alex Proyas, c'est que c'est quand même le mec qui a tourné le film avec la meilleure bande-son de toutes les années 90. Oui. Puisque voilà, la bande-son de The Crow, ça reste quand même un grand marqueur dans ma cinéphilie. Disque absolument incroyable. Film
pas mal. Oui. Film pas mal perfectible, mais que je trouve pas mal, très marqué années 90. Sur pas mal de plans, mais voilà, on va dire c'est le petit filtre nostalgique qui fait plaisir. J'avais beaucoup aimé Dark City derrière, qui était vraiment chouette et qui, je pense, à mon avis, ça doit faire consensus, qui doit rester son meilleur film aujourd'hui. Voilà. Et puis après, bah voilà, c'est Alex Proyas qui est aspiré par le système, on va dire, comme beaucoup d'autres, et qui voilà tombe sur des projets. Sont-ils trop grands pour lui, pas adaptés pour lui? Voilà, disons que c'est une fin de carrière chaotique, mais je garde un souvenir quand même ému de The Crow et de. Parce et de qu'on est Dark City. d'accord que c'est déjà la fin. Oui. C'est ça, c'est genre. Ça va être difficile de le remonter, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, déjà un petit peu annoncé, quoi. Marvin, de ton côté. Fatigue, hein, un peu. Compliqué, Alex Proyas, c'est une énigme, vraiment. Ah, C'est un ok. mystère, Alex Proyas, quoi. Genre, il a une statue, tu sais, une espèce de stature de réalisateur un peu culte qui justifie de moins en moins à Oui. mesure que les années passent. Parce que moi, je serais moins sympathique avec The Crow, que je trouve pas terrible. Enfin, c'est pas un film qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, j'étais très étonné de l'attachement que les gens ont à The Crow quand la bande-annonce du remake est sortie. Les gens étaient scandalisés. Enfin, je veux dire, voilà, bon. Par contre, oui, bon, Dark City, c'est plutôt bien dans sa version Director's Cut, par contre. Mais le souci, c'est qu'il y a ces deux films-là et son premier film aussi qui était pas mal, là, Spirit in the Air et Gremlins in the Cloud. The Cloud. Il y a Voilà. un truc qui vaut rien, je veux dire, financièrement parlant, mais qui est pas trop mal. Après, bon, bah, ouais, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, l'arc iRobot, c'est quoi? C'est Prémonition, Ah oui. Avec Nicolas Cage. Gods of Egypt, bon, bah voilà, quoi. Hein, c'est Un je sais enchaînement pas de comment tubes, on j'ai envie de te peut dire. dire Un ça. enchaînement de tubes. C'est Compile peut-être pas 8 machines. forcément un hasard non plus au bout d'un moment. Je sais pas, il a peut-être un profil un peu genre, tu sais, inadapté quoi. Genre, il peut pas, tu vois. Tu sais, il a peut-être un profil un peu Joe Carnahan, genre à chaque fois qu'il y a un film qui sort de Proyas, t'as toujours 2-3 mecs au fond qui disent, ah mais attends, c'est quand même Proyas et tout, ça va être Alors bien. j'ai bien à chaque fois qu'il sort un film, c'est-à-dire que c'est pas souvent non plus. Oui, Voilà. tous les 5-6 ans. Tu sais, t'as toujours 2-3 fans de Proyas au fond qui disent non mais attends, c'est quand même Proyas, ça va être intéressant, et puis à chaque fois c'est nul quoi. Donc bon, au bout d'un moment, je pense qu'on n'y croit plus vraiment. En plus, pour ne rien gâcher, il a quand même une personnalité assez compliquée. Hein. Proyas, c'est horrible quoi. C'est un mec qui passe son temps. Je sais pas si vous avez déjà vu ou lu des interviews qui passe son temps à justifier ses échecs. On en a son rejetant la faute Facebook, sur t'inquiète. la critique, le public, les autres cinéastes. C'est un enfer, Proyas quoi. Donc bon, ouais, voilà. Ouais, non, je pense que c'est terminé. Je sais même pas s'il y a vraiment une vraie Golden Age, tu vois, de Proyas, ou si c'est... Je sais pas, il a été étiqueté visionnaire d'un coup, alors je sais pas, peut-être un malentendu, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, je retiens Dark City, voilà. Déjà pas mal. C'est déjà bien sur sa filmo quand même de retenir un film sur toute une carrière. Et ben écoutez, Il y en a peu. Oui, non mais voilà. Il y en a qui n'ont jamais de film bien de toute façon, dans toute leur carrière, donc c'est déjà, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est vrai. On va lancer directement la bande-annonce, une bande-annonce de 2 minutes qui va vous faire ravir. Alors ceux qui n'ont pas revu le film, voilà, vous allez reprendre un petit peu de quelques petits souvenirs sympathiques, voilà, pour vous remettre dans le bain. Oui, effectivement, c'était que du practical effect hein, d'après le studio. Vous avez tout à fait raison. C'est un documentaire. Voilà, tout est vrai dedans. Alors, Gods of Egypt, sorti en salle en 3D en 2016, tourné en Australie pour des raisons fiscales avec un budget de 140 millions de dollars. Produit et réalisé par Alex Proyas avec l'aide du studio Lionsgate. Écrit par le duo Matt Samaza et Burke Sharpless. Derrière déjà de beaux objets de cinéma puisqu'ils ont signé le script de Dracula Untold et Le Dernier Chasseur de Sorcières avec Vin Diesel, et plus tard, parce que c'est pas fini, Power Rangers, Morbius et Madame Web. Voilà. Quand même du très très bon scénariste. Hein. Tu sais, ces gens-là, ils retrouvent du boulot quand même à chaque fois. Hein, c'est quand même, Voilà, je pense que Madame Web, c'est peut-être le clou là quand même. Là, Vous me direz Kurtzman et Orchi continuent de travailler. Hein. Oui, c'est vrai, en plus, oui. Mais c'est parce qu'ils doivent être très sympas, je pense. Ils doivent être très très sympas. Ah, ouais. Ils ont beaucoup d'infos cool. Sur les autres. Tu vois, ouais, ouais, peut-être, ils ont beaucoup de dossiers. Genre, tu veux pas me faire bosser À la Charles Pasqua, quoi. Tu vois. Ah ouais, c'est ça un petit peu, ouais. Exactement, ouais. La photo est gérée par Peter Menzies Jr. qui a déjà bossé sur un film similaire, Clash of the Titans de Louis Leterrier. Et il a également fait la photo. Alors lui, il travaillait avec
McTiernan, oui. McTiernan, c'est ouais. bien Il avait lui. fait d'ailleurs 3 et Oui. le 13e Et guerrier, le je crois. 13e guerrier. Ouais. Ouais, donc bon, Le mec qui a fait la dommage. photo de derrière 3, bon, ok. Oui, bah, j'ai chopé lui. Mais vous verrez que le superviseur des effets visuels, Non, mais on c'est le sait, même que on Mad sait. Max Fury Road. Hein. Oui, puis Donc, les voilà, 3 quarts de l'équipe technique, c'est celle de Mad Max. ouais, bah oui, parce que ça a été tourné sur le même Littéralement. secteur. Hein. Ouais. Dans une époque ancestrale durant laquelle les dieux vivaient parmi les hommes, la paix règne en Égypte. Mais Seth, sous les traits de Gérard Butler, dieu du désert qui convoite le pouvoir, assassine le roi et Meilleur condamne set, quand même. Horus, interprété par Nikolai Coster-Waldau, à l'exil, plongeant le royaume d'Égypte dans le chaos. C'est l'intervention d'un jeune voleur Peck, joué par Brenton Thwaites, qui va sortir Horus de sa En prison. carrière. Eh bah ouais, génial lui. Ensemble, ils se lancent dans une aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent jusqu'aux frontières de l'au-delà. Monstres et armées des dieux se déchaînent dans une lutte dévastatrice. Alors, j'ai envie de dire, 8 ans après l'impact de ce 2001 de la connerie, Stéphane, quelles sont tes impressions après ce, j'ai envie de dire, second visionnage peut-être, non? Ouais, effectivement, c'est peut-être là où vraiment on peut comprendre que je déteste Marvin de toute mon âme parce qu'à cause de lui, j'ai dû revoir ce film. Ah, oui, c'est- Non, Le parce que seul intérêt voilà, de cette émission, c'était ça. on peut se moquer quand même beaucoup. Il y a quand même, je trouve, un truc que réussit très bien God of Egypt, c'est l'identification au personnage principal. Parce que comme lui, on a envie de s'arracher les yeux. Tu vois, Ouais, il y c'est a quand même un truc, là-dedans qui fonctionne très bien. Non, mais ouais, film hallucinant au sens premier du terme. Je pense que c'est une espèce d'hallucination collective qu'on a tous eu en même temps. J'ai du mal à croire que quelqu'un ait validé ça, en fait, que ce soit le production design, que ce soit la photo, que ce soit l'étalonnage. Enfin, il y a vraiment un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur a tous pris? Je pense que les champis doivent être bons en Australie parce que c'est pas possible autrement. Mais non, film très compliqué. Voilà, effectivement, peut-être le truc qui peut vaguement pas sauver, mais c'est si t'as 18 degrés de compréhension derrière toi, c'est Gérard Butler, voilà, qui est à fond. Voilà, Gérard, Gérard Butler en méchant. Très impliqué, très impliqué. Très Très impliqué. Muscu à fond. Hein. Dès qu'il a su, il a été, oh putain, je vais faire des push-ups. Là. Voilà, Ah. donc voilà. Non mais et puis ce flot de décisions, enfin c'est pareil, je suis très étonné que en Australie ou à Hollywood ils aient pas trouvé un seul arabe. Vraiment c'est un truc. C'est la seule ethnie qui n'est pas représentée Pas dans un le film. seul égyptien. Il n'y a pas un seul Égyptien, même pas un seul arabe. C'est-à-dire que t'as des asiatiques, t'as des noirs, t'as des blancs. Enfin je veux dire ils ont fait tout pour éviter le Maghreb quand même. Hein. Le Maghreb et Dans tous l'Afrique les du films Nord. sur l'Égypte, c'est le cas, vous savez. Voilà. Donc c'est. grave. Non mais je veux dire attends. Au pire. C'est culturel. Au pire, à Hollywood, ils ont Saïd Tagmaoui. C'est-à-dire que tu regardes tous les films hollywoodiens de ces 15 dernières années, si à un moment donné ils ont besoin d'un arbre de service, ils demandent à Saïd Tagmaoui. Donc lui, je pense qu'il est content, puisqu'il voilà, il a du boulot, même dans John Wick, ils l'ont fait. Tu vois, à un moment donné, il nous faut un mec dans le désert. C'est dans le dernier, non? C'est pas ça, non? C'est dans le 3. C'est dans le 3. Ah, dans le 3, ouais. Ouais. Et là, même ils avaient paumé le numéro de Saïd Tagmaoui. C'est-à-dire que même ça, ils ont pas fait. Donc voilà. Et ils ont même pas fait l'effort de, tu vois, genre pour Prince of Persia, Ben Kingsley, ils lui ont dit prends des séances d'UV quand même avant, histoire de, tu vois. Ah ouais, Même ça pas. aussi, putain. Donc voilà, enchaînement de décisions assez incroyables qui ont Après, comme je conduit là. disais, là-dessus, je pense que juste il y a Égypte dans le titre, mais c'est tout. C'est genre ça peut se passer n'importe où. Enfin, clairement, genre, c'est clairement pas, tu vois, genre c'est pas les profondes racines du mec qui est né au Caire qui sont ressortis. Non, je veux dire, Ah non, Non. ça peut être tourné à Dunkerque, c'était la même chose. Hein. non vraiment, ouais, ça peut se Tu passer. accuserais ce film d'être un brin, comment dire, opportuniste et peut-être un brin cynique par rapport à son matériel d'origine? Peut-être. Peut-être. Il y a des chances que ça arrive. Ou alors c'est justement un hommage tout à fait déférent au péplum d'origine, tu vois. Oui, Ah c'est oui. ça. C'est Le péplum hollywoodien, voilà, c'est ça aussi. faut le voir comme ça, effectivement. C'est peut-être ça que vous avez pas saisi dans l'histoire, quoi. Oui, Proyas est né en Égypte, on est au courant, il a passé Ouais. 3 ans en Égypte. Bon, D'ailleurs, tu savais qu'il était né en Égypte? oui, je suis au courant, tout le monde le sait. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais, il a il pas est arrêté né en de le Égypte, marteler d'ailleurs. pendant la... Il a pas arrêté de le marteler après la Oui, sortie du film en disant « Je suis né au Caire, je sais ce que je fais, oui. » mais c'est exactement la réponse que les gens attendaient. Ah non, mais t'imagines que le mec, à chaque fois, à chaque réponse de question, ah mais je suis né au Caire, t'inquiète, je connais. Non, mais...
Il est ok, on sait même pas pourquoi, c'est même pas toi qui as décidé, tu vois, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc bon, non, c'est pas exactement ça qu'il faut répondre. Non, mais ce qui est assez fou, c'est que c'est un projet personnel vraiment d'Alex Proyas. C'est vraiment, il s'est dit, je Comme vais on l'a dit, porter ce tu savais qu'il était né en Égypte? Ouais, mais, mais oui, il est né. Putain, mais c'est ouf, il est né en Égypte. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il a décidé d'utiliser l'Égypte antique, tu vois, cette mythologie, et de la mélanger avec sa vraie passion. C'est vraiment la pop culture, la SF pulp, les comics et tout. Et, Plein de choses. et Vont c'est ensemble. terrible. Ouais, non, mais c'est fou. Et puis, ouais, enfin, les inspirations, c'est ça qui m'avait buté. Il a dit, je me suis inspiré de Laurence d'Arabie. Oui, mais attends, il a cité Laurence d'Arabie, il a cité une chier de Les, trucs, mais les qu'on westerns de vient Léon, voir. Indiana Jones, Oui. plein de trucs. Ouais. Les westerns Et ça se voit de bien, Saint-Denis. enfin franchement, c'est vraiment, moi j'ai vu David Lean réincarné là, Mais- tu vois. Ah c'est oui, vrai que- là, David Lean, il était fou. Hein. Ah, c'est vrai que- ça m'a sauté aux yeux. Il a cité la trilogie du dollar et tout, mais j'ai hallucinant. C'est vrai qu'il n'y a aucune différence entre la fille de Ryan et Gods of Egypt, tu vois. C'est pareil. la même chose. C'est la même chose. Moi, j'ai pas eu de différence. Pareil. J'ai pas vu de différence. Gérard ça- Butler et Clint Eastwood, c'est le même personnage. Hein. Bah, bien sûr, complètement. Ouais, bien sûr. Non, mais ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, ce qui est dans les infos que j'ai glanées, et c'est là où j'ai trouvé ça assez dingue, parce que ça revient sur ce que disait Stéphane, c'est-à-dire comment ils ont pu dire Greenlighter ça, en fait. C'est-à-dire, putain, enfin. Waouh. Oui, comment ils se sont dit c'est une bonne idée. Et en fait, de base, c'est que Lionsgate voulait chercher une nouvelle IP, Franchise. quoi. Enfin, un nouvel. Ils voulaient une franchise, Voilà, c'est une nouvelle of Honor. Enfin, comme ils avaient eu en fait avec Hunger Games, qui avait rapporté des milliards. Et en fait, ils se sont dit, bah, on a fini Hunger Games, c'est bon. Il nous faut un nouveau truc, quoi. Il faut lancer un nouveau truc qui va attirer encore plus de monde. Et ils pensaient que Gods of Egypt. Alors, je sais pas dans quel moyen, parce que je sais pas, c'est au moment de la pré-prod ou au moment où ils ont réfléchi au projet, il y avait tout ce bordel de revival de Peplum. Début des années 2010, on a eu Hercule aussi, le remake d'Hercule, je sais pas si vous vous souvenez, avec The Rock. Mais je pense Avec Brett Ratner. Le remake de Ben-Hur Ouais. aussi. Le remake de Ben-Hur, Ouais. souvenez-nous. Mais je pense Ah que ça doit oui. être ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, ils ont dû greenlighter le projet quand l'espèce de revival Peplum sous acide hollywoodien était en train de mourir. Qui a duré 2 ans. C'est bien. c'est ça. Ouais, voilà, 300 et les immortels, quoi. Enfin, Ah oui, c'est il y avait ça, 300 Rise of Empire aussi, le truc qui se passe. Oui, c'est je ça. crois, Il y a avant. eu les immortels là, avec Henry Cavill, là, que Avec les Henry gens ont Cavill, aimé, ouais. je me l'explique toujours pas, tu vois. Ah ouais, non. Non. Déjà, les gens déjà ont Marvin. aimé 300, j'ai Non. déjà du mal à comprendre. Mais... Les fake news, pas ici, Marvin. Ah non, mais non. attends, il y a. Non, mais il y a. Personne n'a aimé les immortels. Et Personne. Dieu sait que je comprends pas, hein. mais voilà. Donc, Ouais, mais il y a eu plein de trucs. Il y a eu même le truc de Paul W. Sanderson, là, où c'est une île qui se fait cramer par un volcan. Je sais plus c'était quoi Ah, ça. c'est Pompéi, avec Kit Harington d'ailleurs, de Game of Thrones. Ah putain, mais oui. Putain, et en Big 3D. Bang aussi. Ah oui, c'était en Qui 3D se aussi. souvient de ça, quoi. À part toi, je veux dire. Ah non, mais. C'est la cinéphilie, hein, c'est tout. C'est la cinéphilie, on appelle ça. Moi, après, si vous. mais tu- je suis vous regardez que cinéphile. du mainstream aussi, Bah qu'est-ce oui. que j'y peux. Il y a eu plein de trucs comme ça, c'est vrai, qui étaient assez fous. Et ça a duré, en fait, ça a duré 2 ans. Ça s'est vraiment volatilisé après. Et puis personne n'a retenté après de refaire un truc comme ça, quoi. Et je pense que, ouais, ça a été greenlighté à ce moment-là. Et c'est le seul Ouais, truc je où ça Je pourrait pense que c'est expliquer, la quoi. seule explication que je vois, ouais. Tout à fait, c'est la seule explication que je vois, et c'est que les mecs, après, ils sont empêtrés eux-mêmes dans leur... dans leur développement et puis voilà, puis au bout d'un moment ils étaient face au truc, ils se sont dit bon bah faut le sortir, faut le Ouais, mais sortir. ils ont quand même- T'inquiète, Attends. ça va passer en post-prod. Je pense qu'à un Ils ont- moment donné, Ouais, Il y a un mec je qui a vois ce que dit- tu veux dire. il y a un mec- Ouais. il y a un mec qui a dit t'inquiète pas, en post-prod ça va le faire. Tu sais qu'on a le superviseur visuel de Mad Max Fury Road. On peut y arriver. On peut y arriver. C'est ça. Non, mais de toute Ouais. façon, je te dis, il y a les 3/4 de l'équipe technique de Mad Max 200, Fury ouais, Road. c'était 200 Les mecs- personnes, c'était les les mêmes. mecs- ouais. Les mecs avaient un peu confiance, tu vois. Ils se disaient, on a quand même une technique solide derrière, quoi. T'as le chef-op de Mais Mac pas le Tyrell, même, pas le même réal, pas le même directeur, quoi. enfin, Voilà, compliqué. ça change tout, quoi. Bah ouais. Et c'est un truc aussi, on parlait du whitewashing, mais ce qui est assez fou, alors, je sais pas si je me suis trompé sur l'interprétation, mais en tout cas, Alex Proyas disait, il s'en est un peu, entre guillemets, trouvé une excuse, c'est qu'il disait qu'en fait, Gods of Egypt, ça se déroule pas dans l'ancien Égypte, faut le prendre comme un Star Wars. Et que, possiblement, ça se passe avant ou après notre ère. Ou ça peut être très loin dans notre Alors, galaxie. Mais on ne saura après- jamais, parce qu'il le dit, vous n'avez pas tout vu, parce que normalement, il y avait d'autres films de prévus. Voilà. Qui a disparu.
Non, On est je suis de revenu. retour, je suis de retour. On est revenu. Non, mais il disait en fait. Toi, voilà, tu dis qu'il du y mal à avait Alex des- Proyas et t'es Ouais, puni par le dieu je d'internet. suis puni. Tu dis que Alex Proyas, ça peut se passer comme ça. Star Wars, voilà, ça fait sauter le truc. Oui, mais du coup, il disait que voilà, ça pouvait en fait qu'on n'avait pas tout vu et qu'on pouvait pas savoir en fait. Et que ça se trouve, ce serait même une Oui, je sais continuité pas, de j'en Dark sais City, rien, tu vois. Le mec il avait complètement, on disait, voilà. Comme je t'ai dit, je me pose pas trop Ridley cette Scott. question. Ouais, non, Il l'a ouais. fait à la Ridley Scott. Non, parce que Ridley Scott, connecté. non, Ridley Scott, il a quand même eu le. Il a quand même eu il avait dit quoi? Il lui avait dit oui, mais de toute façon, il me fallait des acteurs bankable. Ce qui est pas le Oui, cas mais de. Ridley Scott, il a quand même dit Prometheus, Alien et Blade Runner, c'est le même univers. Oui, heureusement, il Ouais. a arrêté ça. Il voulait vraiment bouffer à tous les râteliers, quoi. Tu vois, c'est. Après, je me pose pas la question du whitewashing sur God of Egypt. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. Ouais, Bah après, Voilà. ouais, enfin, l'explication de Ridley Scott après sur Exodus, comme quoi son whitewashing, c'est beaucoup plus, disons, franc du collier, Pragmatique. mais plus, ouais, pragmatique, quoi. Mais réel aussi d'une certaine manière, où il dit, bah, de toute façon, à cette époque-là, pour monter un projet, tu fais pas ça avec des acteurs moins connus, enfin, tu peux plus, quoi. Enfin, du coup, tu fais un autre film, quoi, en fait, quoi. Tu peux pas, quoi. Mm. Donc c'est un autre problème. Bah, ça, c'est un problème, après, c'est un problème structurel et du système hollywoodien, quoi. Ça, après, c'est vrai que bon. Après, ça a tendance quand même un petit peu à changer. Enfin, c'est pas fou, mais ça a tendance quand même un petit peu à changer, quoi. Marvin, de ton côté, alors, Gods of Egypt, comment s'est passée cette expérience? Ah, moi, j'aime l'Égypte, hein, vous savez. Donc, Moi, je suis un j'ai kiffé, spécialiste. Je veux dire, moi, Laurence d'Arabie, tout ça. Ah ouais. Voilà, quoi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Cinéphile. Non, film, ouais, bizarre. Enfin, je sais pas quoi dire. Bizarre. Non, mais ouais, à minima, bizarre. Anomalie absolue. Anomalie, en fait, l'anomalie, c'est que ça puisse sortir. Dans cet état-là, qui plus est, parce que oui, en plus Proyas nous a raconté après que oui, mais vous avez pas vu le vrai film parce que mon vrai film dure 2h45. Je te En dire, plus, oui, c'est je sais ça. pas Ouais. si En j'ai plus, envie d'y aller. C'est bon, merci. Tu vois, il a pas eu assez de succès pour avoir droit à son director's cut, tu vois, donc on va pas trop se plaindre. Il y a des choses qui sont bizarres. Je pense surtout que c'est une somme d'idées ratées, ou peut-être qu'ils pouvaient fonctionner individuellement, mais ensemble pas du tout. Et il y a des choses qui réussissent à retomber sur leurs pattes de temps en temps. Je suis assez d'accord avec Stéphane sur l'aspect Gérard Butler, tu vois. Parce que Gérard Butler est très très impliqué. Je serais pas étonné en plus, comme il le fait depuis très longtemps, qu'il ait mis un peu de son propre argent là-dedans. Enfin, il y a peut-être une partie des fonds qui est de chez lui, parce qu'il a quand même coutume de le faire maintenant, parce que sinon on le prend pas. Il le fait maintenant, peut-être qu'il le faisait pas avant, ça le truc, parce que Il était là, il y a déjà pas de foutu, pas de à trace ce de moment. ses sous. Il était déjà foutu quand même à ce moment-là. Donc après, il y a un avantage avec Gérard Butler, c'est qu'il se montre étonnamment cohérent avec le genre. C'est-à-dire que tu sais, les acteurs de péplum un peu bis, bah en fait, c'était jamais des très grands acteurs, tu vois. Tu vois, je pense à Steve Reeves dans Hercule ou même les acteurs du film d'Harryhausen, là, Choc des Titans. Ouais. C'est des acteurs un peu comme ça, tu vois. Et bizarrement, un peu miraculeusement, t'as Gérard Butler dans Gods of Egypt, il retrouve un peu cette vibe-là, tu vois, du mec, il arrive avec c'est Gérard Butler Basic Fit à fond en plus. Ah oui, clairement. Il a jamais été aussi balèze, il fait des espèces de clins d'œil, tu sais, des regards caméra et tout, enfin, il est vraiment dans il est Bah, il est vraiment dans le dans ce show, truc-là, quoi. Ouais. et ça fonctionne assez bien. Parce que en fait, comme d'habitude, il est surimpliqué. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Par rapport à ce qui se passe au film qui est autour de lui, ça n'a pas de sens de s'impliquer à ce point-là dans l'interprétation d'un set de 3 mètres de haut, tu vois. Et d'ailleurs, autre idée improbable, d'ailleurs, cette idée des dieux et des gens qui cohabitent avec ce truc, tu sais, genre, c'est comme Peter Jackson un peu, tu vois. Le Seigneur des Anneaux. Non, mais Genre, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez révélateur de cette espèce d'approche semi-pragmatique de la mythologie égyptienne, où on te dit, bah, les dieux, c'est juste des gens plus grands. Les gens, Voilà. c'est juste ça, c'est des gens plus grands avec une gestion de la proportion d'échelle qui rappelle ce fameux plan dans Fast and Furious avec Vin Diesel et The Rock, où ils sont pas vraiment face, tu sais. C'est exactement la même sensation. C'est un peu ça, et tu peux exploser de rire la première fois que tu vois Nicolas Coster-Waldau se réveiller avec toutes ses servantes autour de lui. Oui, puis au début, il bouge pas comme ça. les autres et tout, c'est super bizarre, quoi. Puis, au début, tu comprends pas forcément le truc. C'est moi la première fois que je l'ai vu. Il a une tête de cette taille. C'est ça, j'étais là, il y a un truc qui est bizarre, il a une grosse tête quand même. Ouais. Et, en fait, et après, il se lève. Tu vois que même ses mouvements sont pas cohérents avec ceux des autres et tout. Enfin, c'est super bizarre. Ouais. Donc, encore une idée très, très,
très étrange et qui n'a pas vraiment de sens, hein, enfin, tu vois. Et en fait, c'est un peu le résumé de ce qu'est ce film, quoi. C'est plein d'idées foutues dans tous les sens. Rien ne va avec rien. Je veux dire, je comprends pas. La construction du casting, par exemple, c'est vraiment. Il faut se rappeler de la capsule temporelle 2016, quoi. Tu sais, du coup, le casting, il a pas de sens. Mais peut-être à l'époque, il avait un peu de sens. C'était ce qu'on se demandait avant de commencer. Tu vois, genre, ils ont pris. Bon, alors Gérard Butler, moi, je pense que l'hypothèse, c'est qu'il ait mis un peu d'argent. Je vois pas pourquoi ils auraient été le chercher sinon, tu vois. Sinon, ils ont pris Nikolai Coster-Waldau parce qu'ils se sont dit Game of Thrones, c'est quand même Game la of série Thrones. Bah, qui c'est Game perce of Thrones, vachement. En Donc, mettant un voilà. peu de la vibe, Ils ont vibe pris- sexy avec du cul aussi un petit peu, enfin un petit peu érotique, limite quoi, enfin, léger quoi. Ouais, ils ont pris Elodie Young parce qu'elle avait une semi-hype avec la série Daredevil, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est vraiment le truc Oui, jouer assemblé Electra, un ouais. peu de toutes pièces, presque Par contre, algorithmique. au niveau du casting, il y a un seul truc que je sauve vraiment, c'est Chadwick Boseman en fait, qui Oui. a, qui a le seul personnage. Alors, en même temps, il apparaît, je crois, 2 minutes dans le film, mais le seul personnage qui fonctionne en tant que tel, parce que ça, voilà, je trouve sa scène est rigolote et ça fonctionne. Et puis lui, c'est pareil, il est à fond dans cette espèce de rôle de mec complètement Oui, dédaigneux, etc. avec cette Voilà. scène incroyable où il est là en 10 000 exemplaires, là. Voilà. Et puis on lui dit ouais ah oui, votre plan c'est tablé sur mon ego. Puis là il se regarde et puis voilà, tous ces 10 000 exemplaires se regardent entre eux, il fait ouais bon ok d'accord. Et voilà, ça c'est le moment qui fonctionne dans le film. Donc il n'y a pas des yeux, c'est voilà, ça dure pas longtemps, mais Et, voilà, c'est le seul truc que je sauve vraiment quoi on va dire. et sinon, t'as un acteur qui traverse la filmographie de Proyas comme une météorite, hein. C'est Ah Rufus oui. Sewell. Ah ouais, Voilà, putain, il est alors passé lui. du rôle principal de Dark City à celui d'architecte de Seth dans Gods of Ouais. Egypt. Fabuleux. Voilà. Et en fait, en fait, ouais, c'est une anthologie du mauvais goût, tu vois. Vraiment, Ah. vraiment, tout est vu. En plus, tout est d'une vulgarité assez terrible. C'est quand même la fête du décolleté de manière improbable. Ouais, Genre parce que la c'est meuf ça. du personnage principal, mais je sais Ah pas ouais. à quel moment. Vous vous rendez compte, tu sais, genre, il y Mais a en rôle le point secondaire, c'est son clivage quoi. Mais, tu peux voir le point du focus de la caméra où il va, tu vois, genre littéralement quoi. C'est un truc incroyable. Et puis il y a cette idée qu'il faut jamais, jamais, jamais faire et que Proyas du coup se vautre dedans. C'est que quand tu essayes de faire du tokusatsu ou du Super Sentai, Ah oui. euh, je pense que l'industrie du cinéma, l'histoire nous a rappelé que quand tu essayes de ramener ça sans contexte dans un blockbuster occidental, ça ne marche jamais. Non mais c'est Et ça. là, ça ne marche pas, en fait. Parce que oui, Ouais. c'est un truc tellement ancré, tellement contextuel que tu peux pas l'intégrer comme ça. Oui Et c'est puis vrai que quand ça commence, sans prévenir, à basculer dans ce côté-là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, je veux dire, les combats prennent une proportion. En fait, c'est terrible parce que ça en devient ridicule, vraiment, quoi. Oui, puis c'est Et... puis il y a ce côté aussi, c'est ce que je disais, ce que j'ai de façon récurrente, c'est qu'à un moment donné, cette obsession qu'a Hollywood de se dire, je vais copier des références de films qui ont coûté littéralement 15 balles, Mais oui, sauf que voilà. je vais le faire pour 300 fois le budget avec un résultat qui fonctionne moins bien. Enfin, c'est un Oui, truc, C'est une un performance. certain niveau. Voilà, un c'est vrai. certain niveau de budget de production, etc. Il y a quand même des choix qui sont impardonnables. Et là, effectivement, les designs, la 3D, enfin, il y a des trucs. Il y a des trucs. Enfin, la scène de baston sous la cascade, là, par exemple. Alors déjà en termes de mise en scène, c'est atroce parce que c'est que des plans qui tournent autour des personnages comme dans une série de seconde zone. Et en plus, il y a pas un, un moment, une image où c'est pas atroce quoi. C'est-à-dire Mhm. que l'incrustation elle est dégueulasse, les gestions des profondeurs ça a aucun sens, le détourage il est fait mais Avec il le est fait cul. mais je pense que c'est le même mec qui s'occupait de la moustache d'Henri Cavill dans Justice League. Justice League, ouais. C'est le même type. Les acteurs, ils savent pas ce qu'ils font. La chorégraphie, elle est pourrie. Enfin, il y a un truc, c'est une espèce de bouillie sans nom, quoi. Et là, à un moment donné, tu te dis, mais quand t'as 150 patates, enfin, enfin, au bout d'un moment, je pardonne plus, quoi. Non, 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 c'est vrai, c'est ça en fait. C'est vu le coût du truc, c'est pas possible de faire ça parce que enfin, je veux dire, je sais pas quel était le planning de prod ou quoi. Alors, à partir de quoi, je pense qu'ils ont tout fait en post-prod. C'est pas possible parce qu'il y a pas Il y a un un an, plan qui est il pas y a un an numérique en fait. minimum de post-prod en fait. Il y a rien de réel dans ce film, mais vraiment rien. Tu vois, il y a des scènes des fois, t'as des éléphants. En fait, tu sais, t'as même pas un vrai animal là-dedans. T'as rien, t'as pas un décor correct. En plus, oui, tu vois, enfin, il y a des choses qui sont fait de manière complètement sbulle, quoi. Tu vois qu'il y a des transparences des fois sur certains plans, tu sais, c'est vraiment super bizarre d'avoir un truc qui soit à ce point-là aussi mal fini, quoi.
c'est vraiment une anomalie comme t'en vois pas en fait. Tu vois, je veux dire, normalement ça passe jamais ça. La scène avec les deux serpents là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, Ah la vache. Ah, oui, en oui. plus, les pauvres, ils ont pris les deux mêmes figurantes que dans Mad Max d'ailleurs pour faire les meufs sur les serpents là. Tu vois, je veux dire, c'est pas possible. C'est des choses qui ne passent pas. Non, clairement Donc, pas. donc non, c'est un film incompréhensible. Et tu vois, moi, j'ai du mal à comprendre le truc que j'entends parfois. Euh, je pense qu'il y a l'étiquette Proyas qui pousse parfois les gens à essayer de le sauver un petit peu, j'en sais rien, mais je veux dire, c'est pas jouissif du tout, c'est pas marrant en fait. Enfin, je sais Non, pas. mais Hein, non, mais je suis d'accord, effectivement, souvent, ce qu'on peut entendre, c'est que c'est le côté so bad it's good, en fait. C'est tellement Ouais, mauvais ouais. que ça en devient bien. En fait, non. C'est-à-dire que là, on est vraiment typiquement dans un film qui n'arrive même pas à créer son énergie nanarde, en fait. Il y a un truc, c'est que il est pile au stade où tout est foireux et c'est juste relou, en fait. C'est juste relou, c'est jamais marrant. Tu vois, t'aurais voulu vraiment faire aller jusqu'au bout. Par exemple, le rôle de rat, tu le files à Werner Herzog, tu vois. C'est ce que j'avais pensé parce qu'il lui ressemble. Ouais, Ouais, mais c'est grave. Geoffrey Rush, mais tu mets Werner Herzog à la place, t'as rat avec un accent allemand coupé au couteau. Ok, là je te suis. Mais là, en fait, à chaque fois, tu restes à la lisière du truc où tu sens que le type, il est en mode, oui, c'est décomplexé, tu vois. Voilà, c'est décomplexé, j'assume le côté fun. Mais en fait, ça va pas, finalement, ça va pas assez loin, c'est juste raté, en fait. En Et fait, ouais, moi, t'as juste Gérard de temps en temps, tu vois. Mais oui, je c'est veux dire, ça. c'est pas propre à Gods of Egypt, c'est dans toute sa filmo Oui, depuis c'est juste Rock'n'Rolla. Gérard. Tu vois. Voilà. C'est-à-dire que il est toujours beaucoup trop appliqué pour ce qui se passe autour de lui. Et c'est pas, il est pas plus que d'habitude, tu vois. Il est juste beaucoup trop. Il est juste Voilà. Gérard, lui-même. Il est juste, voilà, Gérard, il le est juste vrai. comme il est beaucoup trop appliqué par rapport au film autour, quoi. Mais ce qui fait que de temps en temps, c'est un peu marrant, tu vois, quand il fait ses regards caméra, ses petits clins d'œil et tout. Mais ça marche 2-3 fois, mais sur 2 heures, c'est pas possible, quoi. Bon, vous imaginez bien que le film n'a pas plu. Voilà, déjà, gigantesque C'est pas évident. clash de la part de la presse et des spectateurs qui ont trouvé ça absolument naze, qui ont trouvé ça moche, qui ont trouvé ça con, et effectivement le whitewashing a été remis en cause, notamment dès la promotion qui a coûté quand même 30 millions de dollars, hein, 30 millions de dollars de promotion. Alors attention parce que Ça valait le coup. ça valait le coup parce que bon, j'ai dit le budget de production c'est 140 millions, on compte que le film. Il n'a rapporté que 150 millions dans le monde. Mais tu te dis bah oui, ça a rapporté Combien en 150 Égypte millions. Parce Alors, que on moi, va c'est ça en que Égypte, ça- t'inquiète pas, comme mon film il est même pas sorti, ils en avaient pas osé. Non, mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est de regarder les chiffres aux États-Unis. Il n'a fait que. C'est là qu'il gagne le plus de thunes. Il n'a fait que 31 millions. Ah la Et- vache. Te Ouais. dire que là, ils étaient dans la merde, parce qu'après, le reste mondial, c'est que des accords Après, commerciaux et des trucs faut comme ça. pas Quoi. oublier que t'as quand même un casting pas du tout bankable. Parce que Et Gérard, les quoi, tu acteurs penses de quoi, série Gérard au ciné, ça ramène pas tant que ça Ah de ouais, gens. non, Hein. du tout. Du tout. Même période où ils ont essayé de faire de Kit Harington une star, ça n'a pas marché. Ils ont arrêté, ils ont arrêté. Euh, Ils ont arrêté très vite. Gérard, bah désolé mais non. Je veux dire, ça ramène peu de gens en salle. Éventuellement peut-être sur les White House machin, je sais même pas, ça a peut-être marché ça, je sais pas. Ouais, Tu sais la non. trilogie, la chute de Oui. tout ça. Ah La là, chute oui, de Maison exact. Blanche. Ouais. ça a peut-être un peu marché. Et puis Moi, ma théorie, c'est que c'est les mêmes mecs qui sont fans de 300 qui continuent d'aller voir ces films en boucle pour le plaisir, en fait. Ils sont restés bloqués dessus. tu vois. Je pense Non qu'il y a un mais truc comme ça. tu vois, il en est à une vibe un peu Steven Seagal aujourd'hui, c'est un peu triste mais Oh il bah en oui, est un peu là. complètement. Tu vois, Ouais. genre c'est un peu Ouais. son équivalence Et quoi. encore, il est moins iconique que Steven Seagal. Oui, c'est sûr mais oui bah évidemment. Bah, il peut pas Mais tuer moi, avec juste son pouce, hein, lui. Donc il est déjà, tu vois, il est moins mytho aussi, tu vois. Oui, il est moins Donc, mytho. Bon, Du coup, comment t'y vas ça enlève l'amour que tu peux lui porter. Tu vois. Bien sûr, mais il y a comment. Et puis en plus, Alex Proyas, qui est pas non plus le réalisateur le plus bankable de l'histoire, je pense qu'on aura compris, tu vois. Non. Je sais pas s'il y a un vrai succès dans sa carrière, en fait. Je sais pas. Bah, je pense qu'à mon avis, Dark City et The Crow ont dû marcher parce que les films n'ont pas dû coûter grand chose et que voilà, c'était. Et c'est surtout devenu culte en VHS, DVD. C'est- voilà, Comme c'est devenu Dark culte. City dans sa version cinéma, je sais pas, ça a marché, tu vois. Ce truc Ouais. avec la voix Je off pense et tout, que tout le monde détestait. Effectivement, je pense que c'est devenu culte par la suite. Et, voilà, et je pense que c'est comme ça qu'il s'est construit un peu
son truc, mais oui. Mais bon, déjà, je trouve que c'est plus forcément la même personne pour en termes de metteur en scène et tout, parce que tu vois, même je repensais à Prédiction, le nanar. Oh là là, il va nous citer la scène de l'avion. La scène de l'avion, la scène de l'avion, la scène de l'avion, la scène de l'avion. Le Ce plan séquence de fou. nanar semi-scientologue avec Nicolas Cage. Semi, ouais, semi. Mais ça, c'est pareil. Au début, tu sais, j'ai pas fait gaffe. Il y a un petit propos pseudo-scientologue à la fin, quand même. Enfin, Ouais. je veux dire, ça a été pas mal remis en cause aussi. Il y avait quelques moments qui fonctionnaient pas mal en termes de mise en scène, mais là, il y a vraiment rien. C'est-à-dire que, même, tu l'as dit, Marvin, même la base. C'est un film qui arrive quand même à te foirer parfois des chants contre chants alors que t'as deux personnes qui parlent, parce qu'il y a un détail complètement pété dans l'image qui fait que ça fonctionne pas du tout, quoi. Et en plus, il a un don pour surcharger son image dans ce film-là. Enfin voilà, t'as plein. Alors oui, t'as plein de détails, t'as plein de machins, etc. Mais à un moment donné, ça fait juste. C'est juste assez agressif en fait. Le parti pris esthétique, quoi. Moi, je l'avais noté que c'est Aladdin. Moi, c'est Aladdin qui se fait raquette par les Chevaliers du Zodiaque, tu vois, dans l'idée. Oui, c'est un peu ça, ouais. Un peu ça, clairement. Ça commence comme Aladdin d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que je me suis posé, ça m'a popé directement Aladdin, tu vois. Alors, faut penser que le film a perdu donc pour le studio et pour Alex Proyas, parce que c'était comme une coprod entre deux studios de production. Ils ont perdu 90 millions de dollars au total. Ce qui les fait rentrer dans les plus gros flops de l'histoire du cinéma, dans le top 100 en tout cas, pas dans le top 5. Et je voulais vous faire un petit jeu, je voulais justement essayer de faire deviner le flop 5, justement. Alors, le flop 5, il y en a un qui est assez simple, le premier il est très simple. C'est pas Mortal Engines? Mortal Engines est 5ème. Il y a Jupiter? Alors, non. Qui se rappelle de Mortal Engines, quoi? Bah, ça va, il y a une moitié qui est pas trop mal. Je l'ai pas vu, mais je pense que je suis pas seul. Ça va, Mortal Engines. Donc, bah, Mortal Engines, ça met une branlée à Gods of Egypt visuellement. Hein. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus travaillé. Alors, ok. On a beaucoup de films, voilà, c'est facile aussi ça. Mortal Engines a perdu 212 millions. Est-ce qu'il y a John Carter? John Carter est premier avec 265 millions de pertes. De toute façon, c'est nul. Hein, donc là, on a le premier et le dernier. Il en reste 4. Il en reste 3, pardon. Il y a le Futuroscope là, non? Non, non, pas Tomorrowland. Il n'est pas dans le top 5. Le quatrième, on l'a évoqué justement. Le quatrième, on l'avait évoqué. C'est le même mec qui a éclairé le film de Gods of Egypt. Il partage le même chef-op. Le 13e guerrier. Le 13e guerrier qui est 4ème avec 236 millions de pertes. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas le truc de Rémi Harlin là, l'île aux pirates? Non, il est dans le top 100, mais pas. Ah non, il perdait pas encore assez d'argent. Il en reste deux. Il en reste 2 et il y en a un qui vient d'arriver, qui est sorti en 2023. Madame Web? Non. Super héros, mais c'est Madame Web. The Flash? Non. The Flash. 2023, t'as dit? Ouais. Captain Marvel? Et ouais, The Marvels. The Marvels, du coup. The Marvels qui a perdu quand même 237 millions de dollars. C'est ouf. C'est colossal. C'est violent. Alors, jetez-moi la pierre. Qui n'a pas perdu un jour 237 millions de dollars? Jetez-lui la pierre. Disney, ils sont habitués. Non, mais franchement, Disney dans les 100 pires flops, ils ont au moins 25 films. Il nous en manque un, là, c'est ça? Il en manque un, et c'est un Disney qui est réalisé par... comment expliquer? Il a fait un remake d'un film japonais. C'est pas les nouveaux héros là, une connerie comme ça? Non, c'est un mec qui a fait. Alors non, c'est un mec qui a réalisé le film là, qui est le deuxième des pires Crash. Dans sa carrière, il a fait un remake d'un film japonais. Il a fait le remake de Ghost in the Shell, c'est ça? Non. Non. Il a fait le remake d'un film japonais. Ouais. C'est un mec qui a été connu comme ça. Il a pu avoir accès à Hollywood grâce à ça en fait. C'était son premier taf. Enfin, on va dire ça. Donc. Voilà, ce qu'il a fait connaître, c'est un remake d'un film japonais. Ouais. D'accord. Dans les années 2000. Dans les années 2000. Qui a été parodié dans Scary Movie. The Ring. The Ring. Donc c'est Gore Verbinski. Gore Verbinski, il a réalisé quoi? Lone Ranger. Lone Ranger qui est deuxième, ouais. Qui est deuxième avec 249 millions de pertes. Voilà. Et d'ailleurs, Gore Verbinski pas mal. Lone Ranger, c'est pas mal. C'est pas si horrible.
Ça va. Dans le top 5, c'est mieux que les autres. Hein. Ouais, alors ok. Bon, Oui, mais il y a une Mais raison je aussi sais pour pas. qu'il soit dans le top 5 Marvel. Enfin, Marvin aussi. je veux Non, dire, non, non, ouais. non. Bah, Ah, si. non. mais C'est c'est quoi la pas raison non plus très bien, quoi. C'est juste voilà, que c'est pas très bien. Après, je comprends qu'en tant que fan de Johnny Depp, tu t'éclates avec ce film, quoi. Johnny Depp Voilà. et d'Armie Hammer, le Et Armie quatrième Hammer. acteur. Il y a un Franchement, cannibale. il tape Il y en a pas un plus qui que- a je dirais pas qui. Putain. Même Baby Driver Un peut pas casting avoir un meilleur YouTube, le casting de truc. fou, quoi. Alors, Non, mais c'est mon fou. Dieu. Oh C'est là là. complètement dingue. C'est Donc terrible. voilà, donc c'était le petit jeu qui va nous permettre de vous poser cette question maintenant. Est-ce que Gods of Egypt finalement mérite la shitlist? Ah Stéphane. bah oui, oui. Je pense que si lui le mérite pas, qui la mérite? Excusez-moi. Excusez-moi, mais quand même. Oh, plein de monde, tu sais, plein de monde a mérité la shitlist. Ouais. C'est vrai, Donc c'est oui vrai. pour Stéphane et Marvin. Ouais, avec Rogue One, il y va, ouais. Ouais, bah, il y va dedans, hein. Il va directement dedans avec Dune, Rogue One, enfin bref, toute la famille de grands Ah, les films. films avec du sable, en général, vous avez remarqué. C'est que pas c'est très bon. Ah, ça passe pas. On n'aime pas le sable, la shitlist. On n'aime pas le visiblement. sable, ça s'insinue partout. Ouais, voilà. Pas Ouais. ça. Ouais, petite phrase pour les meilleurs fans de Star Wars. Cinéphile, bien sûr. Cinéphile, je regarde beaucoup de films, vous savez ou pas? Bien sûr. Allez, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film, sur le podcast et sur plein de choses. Alors, pour l'avis du film sur Gods of Egypt, bon, vous savez bien que ça a été quand même assez... Il y a eu du monde. Alors, ce qui m'a assez surpris, c'est que c'était quand même un épisode qui était attendu, ce film. Je me souviens pas qu'il y a autant une grosse hype pour dire ah Gods of Egypt, quel film de merde. Parce que le tweet quand on a posté comme quoi on allait faire le podcast, il y a eu des tonnes de mecs qui ont dit ouais putain c'est nul, c'est de la merde, c'est pas drôle, enfin ou c'est drôle ou c'est génial, enfin bref c'est génial dans sa connerie. Mais on a des gens qui ont quand même des phrases choc, des bonnes punchlines pour expliquer ce qu'ils ont ressenti face à ce film. Et je vais commencer avec le commentaire qui a été drôle mais sans faire exprès. C'est un commentaire qui a été écrit par un mec qui a son pseudo qui s'appelle Blaireau52. On a les auditeurs qu'on mérite. Hein. qui nous écrit bah non, virgule, il est cool ce film. Ça veut tout dire. Alors le truc c'est que j'ai cliqué sur son profil, c'est un profil legit, hein. C'est vraiment un mec qui s'appelle Blaireau52 et il a sa photo de profil et tout, il a sa petite pépé et tout, avec sa vraie tête et tout. C'est incroyable quoi, c'est complètement fou. Ok. Fucking Il cinéphile est nous cool, dit alors. fusion entre les 7 plaies d'Égypte et Saint Seiya pour un blockbuster criard et kitsch à la mythologie encore moins fouillé qu'un épisode de Yu-Gi-Oh! Mais dans sa folie des grandeurs et jusqu'au boutisme démesuré et généreux, le film assume suffisamment sa bêtise pour être fun. Buddy Double Moi, je nous dis dit pas Wilson. ce film a été réalisé pour la shitlist. Après, je le trouve assez jouissif dans son nawak, quoique un peu rébarbatif sur la fin, effectivement. Généreux, mais 2 heures. à la limite du 2 heures. généreux. Voilà, ouais, Ouais, ça, 2 c'est heures, la- de, 2 heures de générosité, ça commence un peu à saouler quand même. C'est vrai que là, Non, mais pour le tu coup... vois, c'est généreux comme une choucroute, mais je te mets au défi de manger une choucroute pendant 2 heures d'affilée. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. C'est God of Egypt, c'est ça, quoi. Moi, j'arrête c'est seconde une, mais un oui, moment donné. je comprends. Je À comprends un moment l'analogie. donné, voilà. Faut arrêter. Hervé nous dit, et c'est là, c'est le meilleur commentaire hein, qu'on a reçu. Hervé nous dit un film aussi précis sur la mythologie égyptienne ne peut objectivement pas atterrir dans la shitlist. C'est presque un documentaire. Voilà, je lui rends hommage à cette personne. Allez, on va passer aux questions de la semaine. Alors, la question de la semaine, c'est une question chiante. Ouais, ça s'est grave. senti avant l'émission. Votre meilleur film sur une ou des divinités. Et on va commencer avec Stéphane. Bah écoute, en fait, je me suis posé la question, je me suis penché sur les divinités, la représentation à Hollywood, et je me suis rendu compte que les Américains, ils font beaucoup de merde avec des divinités quand même. Hein, Clash des Titans, tout ça, on en a parlé. Par contre, quand tu vas du côté de l'Asie, il y a des trucs plus intéressants, et du coup, je vais sortir la carte Princesse Mononoke, en fait. Ah. Voilà, Princesse Mononoke, c'est un film avec des divinités, et qui est quand même, voilà, qui a quand même une certaine gueule, on va dire. C'est autre chose que God of Egypt. Hein. Même si tu peux être détracteur du film ou pas, je ne sais pas, ça doit exister quelque part. Peut-être qu'un jour il y aura un épisode Princesse Mononoke mérite-t-il la shitlist. La shitlist. Peut-être que cet épisode se fera un jour, mais ouais, Princesse Mononoke. Et puis en plus, voilà, je trouve ça intéressant de justement sur cette représentation de la relation que peuvent avoir les Japonais avec la spiritualité d'une manière un peu générale. Voilà, c'est assez représentatif. J'aurais pu sortir le GMK, le Godzilla sorti en 2001, ou
Godzilla est officiellement une divinité. Il y avait aussi ça, voilà. Très très bon Godzilla d'ailleurs, soit dit en passant. Mais Pour ouais, du côté rattraper celui asiatique, de Roland Emmerich, d'ailleurs, c'était ça, en fait, un petit peu le truc. ouais, non, mais c'est ça le pire, c'est que c'est exactement ça l'histoire. C'est-à-dire que les Japonais s'étaient dit on a un film avec Godzilla. Roland Emmerich sort son film et les Japonais ils font non, en fait, on va refaire des films. Ouais, c'est bon. Ils arriveront pas, ils ont rien compris, c'est con. Donc voilà. Mais voilà, en Asie, en tout cas, c'est plus intéressant, je pense, les films avec des divinités que ce que peut faire l'Occident quoi. hollywoodien. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Marvin, de ton côté. Ah, dur. Mais après, comme Stéphane, je peux sortir la carte asiatique et parler de Détective D, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un peu trop C'est facile une bonne finalement carte. C'est une bonne Ouais, carte. c'est une bonne carte. Trilogie, certes irrégulière parfois, mais qui tient à peu près la route. C'est Quoi. Tsuyark qui est derrière ça, c'est ça, non? Si je dis pas Oui, ça. ça, ouais. Schwarzenegger qui a réalisé les trois, produit d'ailleurs les trois. Bon, c'est des films qui sont un petit peu aussi cofinancés par le parti, faut pas l'oublier. Oh, bah, Ce sont pas Oh, des films bah, comiques, ça- hein. ça Ah non, va. mais parce que maintenant, il faut pas oublier de dire que Choyark, après avoir été Le punk. entre l'emblème guillemets, un petit peu de la nouvelle vague HK, est maintenant le soldat du parti, quand même. Je veux dire, quoi. C'est souvent ça, hein. voilà. Je sais que Stéphane partage la même passion que moi pour le Choyark actuel. Ah bah bien sûr, non mais pour le Co-réalisateur avec Ouais. avec Dante Lam, c'est ça? Dantella, voilà. Non mais le quelques cinéma, films, le cinéma propagandiste chinois actuel, il y a des trucs assez fous qui sortent en fait. oui, non, mais voilà. Ils ont pas de Après, limite. il faut être conscient de ce qu'on regarde, quoi. Mais bon. C'est ça. Alors après, il y a quand même un petit peu dans Detective D il y a encore un petit peu le côté sale gosse de Choyark. Et je pense que c'est le point de bascule parce que c'est à partir de là d'ailleurs qu'on le reverra plus après. Mais il y a encore un petit peu de ça, tu vois. Il y a des scènes où on fait par exemple boire de la pisse à toute la cour impériale de Chine parce que c'est soi-disant un remède pour les guérir d'une maladie. Tu vois, ce genre de truc qui est quand même symboliquement assez fort. Voilà. Donc bon, dans Detective D, on joue beaucoup avec les divinités parce que bon, c'est aussi un wuxia un petit peu fantastique. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ce genre de truc. Voilà. Sinon, bon, j'ai pas été jusqu'à parler de Prometheus. Certaines des meilleures divinités chauves de l'histoire du cinéma. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ou alors Exodus, quoi. Exodus de Ah. Ridley Scott, dont on a déjà parlé ici. Alors, il n'y a pas vraiment des divinités, il y a une représentation de Dieu qui fait un peu débat au sein des religions, manifestement. Mais je me permettrai pas de juger. Par contre, je me conseille quand même encore et toujours Ramsès dans Exodus, quoi. Donc Joel Edgerton, c'est Ramsès, pharaon en cosplay Vin Diesel, voilà. Donc il roule des mécaniques, qui mâche du chewing-gum et qui est maquillé comme un camion. C'est assez incroyable. Donc donc voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup de voir Exodus, quoi. Après le reste, je m'engage pas. Ça marche, merci pour les recommandations des meilleurs films de divinité. Une question casse-couille, hein. Je l'entends. C'est pas je facile. l'entends. Allez, on va pouvoir passer aux Après, Luc, tu veux recommandations. pas parler de la Passion du Christ un peu? Mel Gibson, incroyable, incroyable. Tu sais que j'ai une passion Mel Gibson, Passion du Christ, incroyable, hein. C'est Ouais. complètement fou. J'ai dû le voir, grave. j'ai dû le voir 2 fois. Et ouais, j'ai été Désolé. emporté par ce film. J'ai été emporté Ouais, par je ce sais. film. Je sais, Mais ce qui est assez incroyable avec la Passion du Christ, c'est qu'il y a absolument rien à rattraper en fait. C'est même si tu veux être dans le côté vraiment de dire ouais attends, je me fous dans la tête, vas-y, non, il y a rien qui fonctionne dans ce film là. Mais bon voilà, non mais ne regardez pas ça, ne regardez pas ce film, ne regardez pas ça du tout. Recommandation culturelle, Stéphane, quelle est ta recommandation? Eh bien, écoute, je pourrais vous recommander Le mal n'existe pas, qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps. Je crois qu'il y a 2 qui semaines à peu près. Ouais. tourne- ouais, quelque chose comme ça, qui tourne encore dans les salles indépendantes au niveau national, donc vous pouvez encore plus le trouver en salle. Donc Ryosuke Hamaguchi, donc qui fait un film de moins de 3 heures, parce que voilà, Drive My Car c'était Voilà. très bien, mais ça durait 3 heures. Ça peut être une barrière que je peux comprendre quand même, globalement. Mais film à nouveau très atypique, voilà, avec ce style de filmer des choses qui a priori n'ont pas d'importance, et puis jusqu'au moment où ça prend un sens auquel tu ne t'attendais pas. Voilà, faut juste aimer les conversations autour des fausses sceptiques. Je le dis comme ça J'achète. parce que c'est un des J'adore sujets ça. du film. Non mais honnêtement, c'est vraiment très très bien. Enfin, c'est magnifique, et puis voilà, c'est surprenant, c'est surprenant dans le bon sens, c'est plein d'humanité. Voilà, c'est assez obsédant aussi comme film.
Il est fort Je pense là-dessus. que pour l'instant, c'est pas mon film préféré de l'année, mais je pense que c'est le film qui va m'obséder le plus, en fait, de ce que j'ai vu sur cette première moitié d'année. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Le Mal n'existe pas, pardon, je vous conseille fortement de vous ruer dessus. Ouais, moi faut que je le vois. Et il y a aussi, il avait réalisé aussi Conte du hasard et autres fantasy aussi, qui était vraiment trop Oui, bien. tout à fait. Vraiment Tout trop à fait. stylé. Marvin, de ton côté. Moi, je vais recommander un film qui vient de sortir en vidéo, je crois, puisque c'est Monster de Koreeda. Un autre monstre du cinéma, Un autre japonais. monstre. Ouais. Un autre monstre sacré, savez-vous. Effectivement. Alors, qui s'appelle Monster en titre international, qui est la traduction littérale du titre japonais, mais qui en France s'appelle L'Innocence. L'innocence. Voilà. Voyez avec le distributeur. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Donc, Koreeda, je vais pas faire l'affront de présenter Koreeda. Je pense que voilà, tout le monde connaît le Ken Loach japonais. Je plaisante avec ça parce que lui. Non, mais c'est ça Oui, en fait. non. Non, mais c'est ça. Alors je plaisante avec ça parce que lui se définit comme ça, mais je pense qu'il se sous-estime quand même. Hein, Oui, parce non, que, mais c'est beaucoup parce mieux que que voilà. Ken Loach, c'est clair, mais bon. En tout cas, oui, bah, bon, bref, c'est un réalisateur qui a un gigantesque bagage de documentariste avant de passer au cinéma. pan fictionnel, on va dire, de sa filmo, Ouais. et qui donc garde un petit peu cette approche, voilà, de documentariste, d'observateur de la société japonaise, vous voyez. Et donc en fait, Monster, c'est l'histoire d'en fait d'une mère célibataire qui va confronter l'équipe éducative de l'école de son fils, puisqu'en fait elle soupçonne son fils d'être maltraité à l'école aussi bien par ses camarades que par son Oh, ça enseignant. va, ils exagèrent, c'est bon, quoi. Ils ont trop Ah, Voilà. ils font chier, putain. Quelque chose qui peut arriver, chier, mais là. je n'en dirai pas plus. Euh, Et donc voilà, ce qui est assez intéressant avec l'approche de Koreeda, c'est comme assez souvent, c'est un réalisateur qui est quand même assez pragmatique et qui présente ça, on va dire, de manière pas très très émotionnelle dans un premier temps. C'est-à-dire que vraiment, on emprunte la structure du polar, quoi, bêtement. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, on va présenter cette espèce d'histoire-là, euh, qui est presque une histoire, vraiment dans un premier temps, hein, j'y tiens, qui est presque une histoire du quotidien, voilà, avec une histoire de mère célibataire qui galère un peu avec son fils, et qui va présenter ça, ouais, un petit peu comme un polar, quelque chose de vaguement mystérieux, qui s'alourdit beaucoup, tu vois, avec plein de fausses pistes dans tous les sens, une structure Rashomonesque, on va dire, Ouh. avec la même histoire qui est rejouée plusieurs fois, avec des points de vue différents, et qui finalement, en fait, nous amène sur des thématiques qui étaient absolument pas soupçonnées par qui que ce soit au moment où on démarre le film, ce qui en fait quelque chose de complètement inattendu. Et la très très grande réussite du film, c'est qu'il nous rappelle vraiment à la toute fin qu'il raconte une histoire toute simple, quoi. Et c'est vraiment très fort parce qu'il a réussi pendant tout le film à envoyer les gens sur des fausses pistes, à créer un truc super complexe, tu vois, pour rien, pour finalement, ouais, en fait, la grande révélation du film, c'est que c'était l'histoire la plus basique du monde, mais que comme les personnages, bah toi, t'as rien vu, quoi. Donc Voilà. c'est assez dingue. Et c'est pareil, c'est un truc assez obsédant, je trouve. Donc à voir, parce que c'est quand même un gros morceau, finalement, tu vois, à digérer. Mais c'est assez incroyable. Mais de toute façon, Koreeda, c'est quoi? C'est 2 films par an à peu près. Hein. Sans Ouais, un déconner. truc comme ça, ouais. Ouais, alors, je sais pas si c'est parce que Ouais, c'est le décalage avec la il tourne distribution. beaucoup, Ouais, mais Et il y a c'est. des gros morceaux en plus dans le lot à chaque fois. Tu vois déjà Une affaire de famille, c'était quand même assez ouf. Ah ouais, à c'était l'époque. fou. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas vu moi beaucoup de Koreeda. J'en ai vu que 2, je crois, dans sa carrière. Ah ouais, Mais, ouais, parce qu'il y en a beaucoup en plus. ouais, Donc, ouais. Ouais, alors je pense que tout le monde l'a vu parce qu'il avait reçu la palme, mais c'était Nobody Knows. Sauf que c'est les enfants ouais, qui non, sont mais laissés à l'abandon. Une affaire de famille aussi, il a eu Ouais. la palme. Donc, Oui, c'est vrai qu'il a eu la palme. Et il y a aussi I Wish Nouveau Secret, qui est vraiment génial aussi. Ça, c'est un de mes préférés, qui est vraiment incroyable. Avec une bande-son de fou aussi. Mais ouais, Koreeda, de toute façon, c'est valeur sûre. Et c'est vrai qu'effectivement, quand il se dit que c'est le Ken Loach japonais, bon. Lui il dit ça parce qu'il adore Ken Loach, mais Oui, bon, mais je pense il arrive à faire mieux que Ken Loach, hein, parce que Ken Ah Loach, ouais, fin de bah, carrière, Ken c'est un peu Loach lourd là. Ken Loach c'est- maintenant, c'est chaud là. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ken Loach, il y a 20 ans, ça passait. Enfin, c'était bien. Ouais. C'était bien, mais ouais, là maintenant, c'est un peu dur, ouais. C'est clair. Moi, bah, c'est pareil, je vais rester en Asie hein, pour les recommandations, parce que je suis un peu surpris du fait qu'il y a quasiment zéro communication dessus. Mais il y a The Sympathizer qui est sur HBO, qui est réalisé, enfin qui est showrunné par. Est-ce que vous connaissez le Park cinéma Chan-wook. coréen? Est-ce que vous connaissez Old Boy? Ah putain, Oldboy. Le plan du couloir. Eh putain, Incroyable. il a coupé sa langue et baisé sa fille. Putain, c'est incroyable. C'est le cinéma, c'est fou. Il a spoilé le film, il a spoilé Oldboy. Putain, il a spoilé un film que tout le monde connaît depuis 20 ans. Putain, c'est fou. Ouais, voilà. Donc la mini-série The bizarre. Sympathizer de Park Chan-wook et Don McKellar, qui est basée sur le roman du même nom de Viet Thanh Nguyen.
Et c'est une série qui est produite par Robert Downey Jr. Et vous allez comprendre pourquoi. Et aussi 824. Et c'est diffusé donc sur HBO et sur le Pass Warner chez nous. Pour l'instant, il y a 3 épisodes. Et les 3 premiers épisodes de la série sur 7 épisodes. Les 3 premiers sont réalisés par Park Chan-wook. Et c'est vraiment super bien. Alors ça raconte en fait l'histoire d'un protagoniste qui s'appelle le Capitaine, qui est un métis nord-vietnamien et français, qui fait en fait partie de l'armée du Vietnam du Sud, avec la particularité d'être agent double pour l'armée du Nord. Alors en fait, suite à la chute de Saigon, il va être en fait forcé de partir aux États-Unis avec son général de Vietnam du Sud et toute sa famille. Et il devient ressortissant dans cette communauté-là, tout en essayant du coup de garder le contact avec la Vietnam du Nord pour envoyer des informations et aussi de pas se faire griller dans un pays où là, il est en territoire ennemi parce qu'il bossait aussi en étant en Vietnam du Sud avec la CIA. Et pour le coup, il doit essayer de se planquer. Et c'est un vrai jeu de souris en fait qu'il est en train d'essayer de faire dans un pays ennemi. Et c'est vraiment trop bien. Et dans cette histoire, la particularité, c'est qu'il y a Robert Downey Jr. Alors, ce qui est bien, c'est que le truc... Terrible. Ah, ça a dû couper, attendez. Hop, je reviens. Voilà, c'est bon. Des fois, ça coupe. Voilà, je vais avoir des problèmes de connexion. Magnifique. Voilà. J'en étais arrivé où dans mon explication ? J'ai rien compris à ce que tu racontais depuis le début, donc de toute façon. Non, tu disais que c'est un véritable jeu de la souris, du chat et de la souris. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Expliquer toutes les couches de fausses identités, là, en gros. En fait, il y a Robert Downey Jr. qui est dans la série, et qui expliquait, en fait, parce qu'il joue plusieurs rôles. Plusieurs rôles un peu fantasmes, mais au moins, du coup, plusieurs rôles. Et en fait, c'est qu'il joue des Américains en gros, vu que au moins c'est dit dans les 10 premières minutes, lui de son côté, il voit en fait les Américains comme nous on pourrait voir les Asiatiques, il n'y a aucune différence. Tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Ouais. Et pour le coup, Robert Downey Jr. en fait, fait en fait l'Américain moyen. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il interagit avec un Américain, c'est Robert Downey Jr. Et du coup, Excellent, il est génial. C'est incroyable parce que c'est Robert Downey Jr. pour le coup qui joue plusieurs rôles et avec toujours, il les joue super bien parce qu'il tient son truc et c'est des rôles souvent un peu fantasques. Il y a le rôle de la CIA, de l'agent de la CIA qui s'appelle Claude, qui est un peu un bourrin, quoi, qui est un peu un gros beauf. Il y a un rôle d'un prof de théâtre, le rôle aussi de Francis Ford Coppola. Ils le disent pas parce que mais c'est qu'en fait c'est un producteur-réalisateur qui veut faire un film sur la guerre du Vietnam, qui est un espèce d'enfoiré total, un gros connard. Et il y a aussi il a son cosplay, Robert Redford sort son meilleur cosplay de Robert Redford qui joue en fait un démocrate en fait. Et c'est excellent, enfin c'est vraiment trop bien, c'est vraiment très bien filmé, très bien monté, et c'est assez, il y a plein de trucs en fait qui se passent qui se disent ouah putain, enfin t'as quand même ce truc de suspense toujours, même si c'est drôle par moment, t'as toujours ce côté dramatique qui revient dans la gueule, et c'est vraiment pour le coup là les 3 épisodes qui sont passés, bon jurisprudence True Detective, hein, Night Country, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Ça peut Mais partir en tout cas, rien que pour les 3 premiers épisodes, il faut regarder la série, c'est vraiment trop bien. Et là, pour le coup, nous, on a même commandé le livre pour lire le livre parce que le livre avait eu le prix Pulitzer par rapport à ce qu'il raconte. Et pour le coup, c'est vraiment trop bien, quoi. Donc voilà, The Sympathizer ou le Sympathisant en français, qui est diffusé. Je pense que ça se finira à peu près fin juin, je crois. Donc voilà, pour la reco. Et écoutez, on peut clôturer l'émission. Merci Stéphane. Alors Stéphane, on peut te retrouver où ? Écoute, on peut me retrouver sur Blue Sky et un peu sur Twitter. On peut me retrouver comme tu l'as dit, dans les podcasts After Eight, Super Ciné Battle et Godzilla Final Podcast. Voilà, où avec mon ami Marvin, on s'amuse à décortiquer. Martin. Non, moi c'est Martin, c'est pas grave. Martin voilà, Gamera. Martin Gamera. Il m'a bouffé le cerveau. Le Il m'a bouffé le cerveau. Il voit, en fait, Stéphane dans sa tête, il voit que des Marvin. Il voit que des Marvin, c'est de différentes manières. C'est Oui, comme c'est le ça. plan avec C'est comme Chadwick dans les Boseman. juniors, dans Sympathizer, voilà, je vois, c'est Pauvre horrible, Martin. c'est horrible. Pauvre Martin. Donc oui, avec mon ami Martin, voilà, on décortique Godzilla en long, en large et de travers, et puis voilà, on s'amuse bien. C'est d'ailleurs un podcast qui est bien parti, c'est-à-dire que dès le premier épisode, on a décidé de faire un hors-série. Donc je pense que ça, je pense qu'on va bien partir en latte, mais voilà, on s'amuse bien, donc venez nous écouter. En tout cas, c'était donc Super Ciné Battle After Eight et Godzilla Final Podcast. C'est ça, ouais, effectivement. C'est ça, Super tout à fait. podcast.
Marvin, on se retrouve très prochainement pour les Patriotes, parce qu'on va faire un épisode sur Shogun, la série, la mini-série de Disney. Voilà, exactement. Une série assez honteuse en termes de whitewashing de portugais. Ouais. Les Portugais qui parlent anglais. C'est fou. Mais série plus que correcte, j'ai envie de dire. Série pas Night Country. Pas Night Country, vraiment pas. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié le dire. Et on te retrouve aussi sur le Patreon pour un article de Joseph Kahn aussi que tu as. Ah oui, tu as écrit. 1600 notes, 1600 caractères sur le génie de Joseph Kahn. Le génie du réalisateur de Torquay, La Route sans flamme. Effectivement. Ouais. Côté surtout de Detention et encore plus surtout de Bodied. Je sais que t'es très fan de Bodied, moi. On a eu un petit débat. Moi, je suis pas très fan, mais Torquay, en tout cas, je ne peux. Parce que t'es raciste, mais en vrai, voilà. Je connais. Ouais, tu fais des allégations quand même qui sont un peu violentes. Ah oui, voilà. Et pour le début de la fin de notre podcast série, on vient de sortir l'épisode sur Ugly Betty. On sort très prochainement l'épisode sur Fallout, le retour sur la série, et aussi un épisode tourné avec Alizé de Flash Forward, qui est celui de la dernière saison de American Horror Story Delicate, voilà, qui est peut-être la saison de trop, mais j'ai envie de dire que c'est la saison de trop depuis la une. Voilà. Globalement, ça fait un paquet d'années que c'est la saison de trop. Qui peut arrêter Ryan Murphy, s'il vous plaît? Arrêtez-le, s'il vous plaît. J'en ai marre. Il y a des phénomènes comme ça télévisuels que je ne m'explique pas. Vous vous rappelez de Walking Dead? Alors, vous vous rappelez de ce truc Falling Skies, le truc produit par Spielberg avec les extraterrestres et tout là. Oui, mais c'est pareil, il y a combien de saisons? Mais avec Noah Weil d'urgence, c'est le seul truc que j'ai retenu de la série, quoi. Moi, je connaissais même pas cette série là, vous m'apprenez des trucs. Il y avait combien de saisons de ce truc? Mais c'était interminable. Interminable, ouais, exact. Mais on entame la combien 22e saison de Grey's Anatomy ou ce genre de truc. Enfin, c'est terrifiant quand même. Ah oui, moi je connais une fan à la maison, mais je crois qu'elle s'est arrêtée à la 17e saison. Ah ouais, ça commence à devenir moins bien. Ouais, c'est là où ça fait. Il y a une petite perte de rythme. Alors qu'ils ont changé le casting 3 fois, mais c'est pas grave, tout va bien. Soutenez-nous sur Patreon, effectivement, le forfait à 3€ chez List Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure, le forfait à 5€ chez List Plus pour avoir l'épisode en avance, et les épisodes bonus, et également du coup en plus on a les articles vous pouvez les avoir à partir de 3€, effectivement. T'as d'autres articles de prévu ou pas, Marvin? On verra. Ouais, ce sera au fur et à mesure, au feeling, de toute façon on n'a pas de planning. M'impose pas de planning. Je maîtrise le Marvin, effectivement. Zéro planning. Ouais, fais comme que ça. Du kiff, Marvin. Tu te fais kiffer. Ouais, c'est ça, on n'est pas là pour... Que du kiff. Et le forfait à 10€, le Hall of Fame, qui permet d'avoir tout ça, plus les remerciements éternels et les stickers. On remercie nos nouveaux donateurs cette semaine. On remercie Rascal pour son souscription à Shitlist Plus. On remercie également Thomas pour le Shitlist Prime. Et Tib aussi pour le Shitlist Plus. Merci à eux. Et on remercie bien sûr les donateurs du Hall of Fame, Sebnatch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Beur et The Griff Keeper. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler encore de grand cinéma. J'ai encore oublié quel film on faisait, mais c'est pas grave. Je crois que c'est Mad Max 3. Oh putain, merde. Oh non. Ouais, c'est... Le Dôme du Tonnerre. Ouais, me fait chier, putain, j'avais zappé. Mais tu n'as pas besoin d'un nouveau héros, c'est ça que tu es en train de me dire? Oh là là, putain, non. Mais attends, mais tu vois d'où on part là? Oui, mais non, je préfère Gods of Egypt, s'il te plaît, c'est bon. Moi, écoute, on est sur une vibe cinéma australien, là, on est bien. Ouais, c'est vrai qu'on est en train de rester là-dessus, effectivement, c'est pas con ça. Voilà. Shitlistpodcast@gmail.com pour le savoir, rejoignez sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, merci encore, ciao, bye bye. Salut. Ciao. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu
peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.